Bienvenue dans le débat de France 24. Ce soir, nous accueillons sur ce plateau Lies Benchedli, qui est consultant international, président du Cercle d'amitié de l'Union de la Méditerranée, qui est tunisien et français, binational. Kamel Osman est président et fondateur du MEDAFCO, Méditerranée Afrique Coalition Développement, et président de l'Agence franco-algérienne de coopération et de développement. En attendant un duplex de Tunis, on me dit qu'on l'a, avec Antoine Basbous, le président et le directeur de l'Observatoire des pays arabes à Paris, qui suit ce voyage et qui est donc en Tunisie. Nous sommes aussi au téléphone, on va commencer par lui, avec Alain Leroy, qui est l'ambassadeur pour l'Union pour la Méditerranée, nommé par le président français. En quelque sorte, vous êtes la cheville ouvrière de ce projet, qui doit culminer, on le sait, le 13 juillet avec l'invitation lancée par le président français à tous les chefs d'État et de gouvernement à Paris. Je voudrais d'abord vous poser une question. Il faut bien reconnaître que pour l'instant, quand on parle de l'Union pour la Méditerranée, beaucoup de gens demandent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'Union pour la Méditerranée? Bien. Alors, d'abord, vous avez dit dans votre présentation qu'il y avait déjà beaucoup de sceptiques et maintenant également peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. D'abord, sur les sceptiques. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de sceptiques à l'origine. On a entendu Mme Merkel, on a entendu beaucoup de chefs d'État être sceptiques. Je crois que ce scepticisme disparaît au fur et à mesure que le projet se précise. Vous l'avez vu, maintenant, il y a un accord complet de l'ensemble des Européens. Au dernier Conseil européen, le 14 mars, l'unanimité des chefs d'État des pays européens ont voulu relancer ce partenariat euro-méditerranéen, s'appuyant sur l'existant qui est le processus de Barcelone. Donc il y a un accord complet. Du côté des pays du Sud, en Tunisie, le président Ben Ali, dès le 7 novembre, avait manifesté son soutien, et je suis sûr que aujourd'hui, demain et après-demain, il va encore publiquement redire son soutien très fort, comme l'a fait il y a quelques jours le président Moubarak, comme l'a fait le roi du Maroc, comme l'a fait le président Bouteflika, comme beaucoup d'autres chefs d'État. Donc mais sur ils soutiennent, c'est vrai, mais c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Ils soutiennent quoi? Parce que c'est bon qu'ils apportent leur soutien au président français, c'est tant mieux, mais ils soutiennent quoi exactement? Quelle est l'idée maîtresse? Parce qu'effectivement, vous avez parlé du processus de Barcelone qui végète un peu depuis une dizaine d'années. L'idée maîtresse, c'est quoi, au-delà de se rassembler et de faire une photo de famille le 13 juillet? Alors, l'idée maîtresse, c'est de rapprocher les deux rives de la Méditerranée, les Européens et les Méditerranéens, sur la base de projets concrets. Projets concrets qui vont être des projets du genre accès à l'eau, du genre dépollution, du genre bouclage électrique, du genre autoroute maritime, du genre centre de protection civile, beaucoup d'idées très concrètes dans lesquelles l'ensemble de ces chefs d'État, le 13 juillet, vont se prononcer pour dire nous souhaitons travailler ensemble sur tel projet, comme je l'ai dit, sur l'eau, sur l'environnement, sur l'énergie. Donc des projets qui forcément vont faire travailler plus les populations de la Méditerranée ensemble. C'est ça le sens du projet, renforcer le partenariat euro-méditerranéen, profiter de ce qui nous rassemble d'une part et de notre complémentarité. Alors Lies Benchedli, vous faites partie de la société civile, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un consultant. Récemment, vous avez écrit, il se trouve, à l'ambassadeur, parce que vous êtes aussi président de ce cercle d'amitié de l'Union méditerranéenne, pour dire au fond, ça avance pas assez vite et on s'appuie pas assez sur nous, les forces vives de la Méditerranée. Tout à fait. J'ai effectivement écrit une lettre à Monsieur l'ambassadeur Alain Leroy pour lui demander un peu plus d'informations quant au contour de ce projet qu'on a vu a évolué à plusieurs reprises. Je souhaite avec force que la société civile, que le peuple de Méditerranée soit mis à contribution dans ce projet important qui nous concerne, mais également qui concerne les pays européens. Je crois que le président Sarkozy a eu une idée géniale, extraordinaire, de penser à cette union méditerranéenne. Je pense qu'il y a eu un manque de concertation entre les pays européens. Aujourd'hui, on a une chance supplémentaire de relancer cette union pour la Méditerranée au travers du processus de Barcelone qui est, il faut le dire, en panne. Le sommet des chefs d'État prévu le 13 juillet nous en dira beaucoup. Alors, nous sommes dans l'attente de ces projets concrets, d'avoir une liste. On est quand même encore dans l'espoir et dans l'attente. Antoine Basbous, vous qui observez ça depuis un moment déjà, est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, on parle de l'Union de la Méditerranée, mais on voit qu'il y a déjà des divergences très importantes entre les pays du Maghreb. Est-ce qu'on peut faire l'Union de la Méditerranée avant d'avoir fait l'Union du Maghreb? Tout d'abord, je voudrais dire que
l'utilité, l'intérêt de ce projet sont indiscutables. Il y va de la prospérité, de la stabilité, de la croissance des peuples de la Méditerranée, qu'il s'agisse des peuples du nord, du sud ou de l'est de la Méditerranée. Quant à la mise en place de ce projet, je suis un peu sceptique. Je m'interroge, est-ce qu'on aurait pu faire l'Europe avec le différend franco-allemand? Non, il a fallu aplanir le différend politique entre la France et l'Allemagne hérité de la Deuxième Guerre mondiale avant de lancer et de réussir l'Europe 50 ans après. Donc il faudrait quand même trouver le moyen de surmonter ce blocage politique qui peut paralyser l'Union pour la Méditerranée, blocage qui se situe à l'est entre les Turcs et les Chypriotes, entre les Israéliens et les Arabes, et au sud entre les Marocains et les Algériens, notamment pour le Sahara occidental. Il n'y a pas de possibilité de réussir cette coopération indiscutable qui est vraiment très utile sans pouvoir surmonter ces obstacles politiques. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le processus de l'Est ne coopèrent pas entre eux pour avancer. Ce qui est la raison pour laquelle précisément le processus de Barcelone est en... Alain Leroy, vous avez parlé du conflit israélo-palestinien, c'est vrai qu'on l'aborde souvent, mais ce n'est pas le seul conflit. Antoine Basbous parlait de la question du Sahara. Il y a aussi des divergences entre pays du Maghreb, par exemple sur l'immigration. Et là, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que la France va signer, ou a même déjà peut-être d'ailleurs déjà signé un protocole d'accord sur la question avec la Tunisie, où la Tunisie s'engage à restreindre le flux d'immigration, alors que l'Algérie, par exemple, elle demande la libre circulation des personnes dans l'Union méditerranéenne. C'est une divergence fondamentale. Oui, mais ça n'empêche pas que l'Union pour la Méditerranée ne va pas tout régler. Il y a des accords bilatéraux. Ça va être signé dans une demi-heure, cet accord de gestion des flux migratoires entre la France et la Tunisie. C'est en discussion avec le Maroc, l'Algérie. Il y a eu des accords qui ont été signés, comme vous le savez, dans d'autres pays comme le Sénégal. En même temps, l'Union pour la Méditerranée a pour vocation de développer la coopération régionale, mais n'efface en rien les relations bilatérales entre chacun de ces pays et la France d'une part, et entre chacun de ces pays et l'Union européenne d'autre part. Kamel Osman, peut-être que vous pouvez dire un mot là-dessus, puisque vous êtes algérien. Je sais bien qu'ici, bon, on n'a pas sa carte d'identité. Hein. Tout le monde essaie de réfléchir à l'idée de l'Union pour la Méditerranée. Mais il y a des désaccords quand même entre les pays du Maghreb, des désaccords sérieux. À l'heure qu'il est, par exemple, est-ce que vous pensez que l'Algérie est dedans et dans l'Union méditerranéenne? Effectivement, il y a des désaccords. Et donc, moi, ce qui m'inquiète peut-être dans ce projet, c'est que j'ai l'impression d'ignorer les sujets, c'est-à-dire qu'on voudrait ignorer et mettre de côté les sujets qui fâchent. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment faire preuve de pragmatisme et si c'est, à mon avis, le gage de réussite de cette union que tout le monde s'entend vraiment à dire qu'elle est une aubaine pour tout le monde. C'est justement d'aborder ces questions, notamment d'émigration. Ouais. Et à mon avis, cette question d'émigration, elle devrait justement, on parle d'union, donc une union, elle parle d'union d'intérêts, mais union, et je pense que c'est ça justement l'avantage de cette nouvelle initiative française, c'est qu'elle apporte une nouvelle approche du partenariat euro-méditerranéen qui est basée sur des relations transversales. Et un partenariat d'égal à égal. Et donc justement, appliquons cette approche dans la politique des migrations. Pourquoi ne pas ouvrir une concertation à tous les partenaires européens méditerranéens et mettre en place une politique d'émigration, mais qui arrange les intérêts des uns et des autres. Donc les intérêts des pays du Sud, c'est justement mettre fin à l'hémorragie de leur cerveau, notamment, et les intérêts de l'Europe, on le sait, c'est la crise démographique et notamment la crise de besoin en main-d'œuvre jeune et qualifiée qui est croissant en Europe. Alain Leroy, et ensuite après j'écouterai Lise Benchelli là-dessus. Il n'y a pas un désaccord de fond des deux côtés de la Méditerranée, entre la France qui aime bien, on le voit, traiter de manière bilatérale les questions d'immigration, alors que pour les pays du Maghreb, par exemple, c'est au cœur de cette idée d'union méditerranéenne. Alors, 2 points. Quand on vient de dire on ne traitera pas des questions difficiles, quand on réunit le 13 juillet un très grand nombre de chefs d'État, plus de 40 seront invités, forcément les questions difficiles seront mises sur la table. Et la question d'immigration, bien sûr. Nous souhaitons avoir une approche régionale. Si les pays du Maghreb souhaitent avoir des approches différenciées, nous sommes tout à fait d'accord. Ce sont plutôt eux qui demandent des approches différenciées sur ce point-là, plutôt qu'une approche régionale. L'approche du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie sur la question des migrations est différente. Ils préfèrent les accords bilatéraux. Évidemment, nous
nous l'acceptons. Et le dernier point que je voulais souligner, avant de rejoindre la cérémonie où on va signer tous les accords, c'est que dans cette idée, ce que très important pour nous, c'est de développer un partenariat beaucoup plus équilibré qu'il n'était jusqu'à maintenant. Au lieu que ce soit l'Union européenne qui pilote la totalité, nous souhaitons, au contraire, et c'est ça que nous dit beaucoup les pays du Sud, nous souhaitons qu'ils aient autant que possible la même voie, que chaque pays ait la même voie, qu'il soit du Nord ou du Sud, pour qu'ensemble, à travers des projets et à travers, j'allais dire, une politique, nous bâtissions un destin commun pour être un peu ambitieux. Alain Leroy, avant de vous laisser partir, une dernière petite question. Après, on continuera la conversation avec nos invités. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir tous les représentants au sommet du 13 juillet? Je veux dire, est-ce qu'on est fin avril? Est-ce que vous pensez que d'ici le 13 juillet, vous allez convaincre la Syrie, la Libye, le Liban de venir à une réunion internationale avec Israël? Alors, nous ont déjà confirmé, bien sûr, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, je pensais qu'elle était presque sûre aussi, l'Égypte, je l'ai dit, la Tunisie, Israël, je l'ai dit, Israël, l'autorité palestinienne, bien sûr, la Jordanie. Alors, Liban, Syrie et Libye n'ont pas encore donné leur réponse, nous allons voir dans les prochaines semaines, mais je crois qu'en tout cas, la très grande majorité des chefs d'État du Sud et bien sûr de l'Europe seront présents le 13 juillet. Mais c'est évidemment le 13 juillet au soir qu'on le saura effectivement. Merci, on vous libère. Alain Leroy, on vous remercie d'avoir participé au débat. Lies Benchedli, un mot sur l'immigration. Vous pensez que c'est un sujet on dit que c'est un sujet qui fâche. Est-ce que c'est pas un sujet pour l'instant où il y a trop de positions différentes? Moi, je crois que c'est pas un sujet qui fâche parce que c'est une revendication du peuple de Méditerranée. Il y a une revendication qui est forte de la part de la population des pays du Sud qui souhaite être traité dignement, par exemple dans les consulats de France, lorsqu'ils demandent un visa d'entrée, un visa de circulation. Traité dignement, ça veut dire qu'on vous donne le visa? Très difficilement, c'est des longues files d'attente. Et puis au bout du compte, souvent on vous le donne pas. Parfois ils donnent pas, parfois, vous savez. Alors, je parle de dignité et c'est important et je crois que ce projet d'Union méditerranéenne est une occasion justement pour essayer de combler toutes ces défaillances. Mais nous sommes toujours à Tunis avec Antoine Bazbous, le directeur de l'Observatoire des pays arabes à Paris. Antoine, on revient vers vous parce que dans la première partie, à la fois Lies Benchedli, aussi Kamel Osman, reprochaient au fond à ce projet d'être un peu trop diplomatique, politique et de ne pas prendre suffisamment en compte les attentes de la société civile. On va prendre peut-être l'exemple du pays dans lequel vous êtes et dans lequel est le président de la République, c'est la Tunisie, qui, je l'ai dit au début, a d'énormes atouts en termes de développement économique, d'éducation, il est souvent cité en exemple, mais aussi beaucoup de problèmes. Un chômage, et en particulier un chômage des diplômés très important. D'ailleurs, comment ça s'explique ça, alors que c'est un pays qui est très dynamique et autant de chômage? C'est un problème qui n'est pas spécifique à ce pays. Il est également identique dans les pays voisins et même en Europe. Je voudrais revenir sur ce qui a été abordé tout à l'heure, sur un vrai problème, l'immigration. D'abord, il faut dire sur ce sujet, qui est un réel sujet, que la machine européenne à intégrer les immigrés est en panne. Et que si les consulats européens en Méditerranée du Sud et de l'Est ouvraient des guichets pour des visas, je suis convaincu que ces pays se videraient de leur jeunesse. Donc il faudrait quand même aborder ce sujet dans la franchise et s'interroger sur la gouvernance dans les pays du Sud. Pourquoi la jeunesse voudrait partir? Pourquoi la jeunesse joue les harragas, ces kamikazes de la mer qui, au risque de leur vie, s'embarquent sur des rafiaux pour traverser la Méditerranée? Il y a un problème de gouvernance dans le Sud, il faut régler ce problème et ça ne se règle pas du jour au lendemain, c'est une affaire de longue haleine, il faudrait que les pays, les États, les régimes le regardent en face. Disons, ce projet d'union pour la Méditerranée à la question des libertés et de la démocratie. Est-ce qu'on a raison de vouloir associer les deux et faire avancer les deux de pair? Sincèrement, je crois que les deux sont indissociables. Je vais vous dire, lorsque j'ai créé mon association, j'ai eu quelques appels de Tunis, de quelques journalistes qui m'ont dit est-ce qu'éventuellement vous pourriez inclure un volet presse et médias. Bon. Donc on sent bien qu'il y a une volonté de la part de la société civile, voilà, des médias, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir émerger, de pouvoir discuter, de pouvoir confronter ces idées. Kamel Osman, vous êtes d'accord avec cette vision-là?
Exactement. Donc le processus de démocratisation, de droits de l'homme, c'est un processus qui est indissociable du processus. Donc il doit être au cœur de cette union. Donc il faudrait que cette union justement soutienne cette ouverture qui commence démocratique dans les pays du Maghreb et mettre les mécanismes aussi pour faire en sorte que ce soit un processus irréversible et aussi des mécanismes peut-être dissuasifs pour justement pour éviter de faire marche arrière, pour éviter voilà, notamment en Algérie par exemple, il y a une ouverture pour la presse, une liberté de presse peut-être qui est en train de batailler, de s'imposer, mais on voit que la presse ne lâche pas l'affaire, quoi. Elle s'impose et coûte que coûte. Donc il faudrait peut-être mettre des mécanismes méditerranéens pour appuyer ce processus, pour appuyer cette démocratie qui est émergente, mais qui l'est quand même. Elle est émergente, mais elle est là. Donc pourquoi pas. Et c'est vrai que là, moi personnellement, je suis contre encore ces rapports de subalternes et d'États qui donnent. Non, c'est pas à un président de la République française de donner des leçons à son analogue de la rive sud. Alors comment il faut faire? C'est-à-dire, on le sait très bien, en Europe, il y a des mécanismes. Donc, il y a une autorité, un pouvoir exécutif qui est soumis à des engagements démocratiques. Il y a des règles, mais il y a aussi une autorité judiciaire. Un jeune de la Méditerranée, disons en général, plutôt du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, il attend quoi? Trouver du travail chez lui, surtout s'il a des diplômes, ou trouver un visa pour venir trouver du travail en France? Donc moi, ce que j'attendrais le plus, justement en tant que jeune issu de cette catégorie de jeunesse, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de diplômés, notamment en Algérie. Le pays, il a investi massivement depuis les années 70 dans les universités. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le niveau, la qualification. Donc, il y a une jeunesse, elle est qualifiée, il y a une université qui est déconnectée aussi du niveau international. Donc, il y a tout un effort pour la qualification des ressources humaines et aussi pour aider cette jeunesse à entreprendre. Donc, ce qu'on attend de ce nouveau projet, contrairement à Barcelone, au processus de Barcelone, justement, c'est un appui. Pourquoi pas une agence méditerranéenne d'appui à la création d'entreprises et à la mise à niveau des PME. Ça serait vraiment... Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que, par exemple, avec le profit qu'a tiré les pays du Maghreb de la mondialisation, ça a été surtout pour la main-d'œuvre peu qualifiée et pas assez pour les jeunes diplômés? Justement, pour la main-d'œuvre, donc il y a tout un travail pour transférer le savoir-faire, transfert de savoir-faire. C'est ça l'intérêt, j'allais dire fondamental des pays, notamment du Maghreb. Donc il y a on attend de l'Europe justement un transfert en technologie et en savoir-faire. On ne veut pas être uniquement un bazar pour les produits européens. Et malheureusement, c'était le cas avec le processus de Barcelone. On voit très bien ce qui intéresse le plus les Européens, c'est le libre-échange. De libre-échange 2010, mais les engagements européens, notamment en matière d'accompagnement, de la mise à niveau des PME du Maghreb. Merci à vous tous pour ce débat sur l'Union de la Méditerranée, et je suis certain qu'on en aura quelques-uns avant le 13 juillet. Dans un instant, le journal, à demain.